Je tenais à revenir sur ce qui s'est passé lors de la dernière émission qui a suscité énormément de réactions et où Thierry Ardisson a comparé Gaza à Auschwitz. Je vous le dis tout net, être accusé de complaisance à l'égard du Hamas ou de l'antisémitisme quand on produit une parole forte sur Gaza, ça ne marche pas ici, pas avec moi. Le Parisien a confirmé cette semaine que l'ancien animateur de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, faisait l'objet depuis le 16 mai de 2 plaintes pour injure et diffamation, après avoir traité Michel Simès d'abruti et remis en question ses qualifications médicales en février dernier. Ah, vous avez vu que Michel Simès a porté plainte contre moi? Parce qu'on a dit que c'était pas la chiffre la plus croustillante du paquet. Alors là, je vais rajouter un truc, je vais dire c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Donc là, demain, il va appeler Guy de Graine. Vous voyez ou pas? Ces propos donnaient suite aux critiques de l'ancien animateur du magazine de la Santé sur Cyril Hanouna en réponse au retrait de la chaîne C8 de la TNT. « Je ne vais pas m'apitoyer sur le sort d'un type qui m'a insulté pendant des années dans son émission », avait lancé Michel Simès. Il va embêter des policiers. Même eux, ils ont dû se marrer en disant mais de quoi il nous parle? Il y a des choses très graves toute la journée. Michel, prends ton temps pour aider les gens au lieu d'emmerder tout le monde. Non mais c'est vrai. Mais du côté du principal intéressé, cette action en justice n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Est-ce que vous croyez vraiment que la police et les juges n'ont que ça à faire, a rétorqué Hanouna dans On marche sur la tête au lendemain de l'annonce du Parisien. Qui profite pour travailler un peu là, le pauvre Michel. Ça fait 8 ans qu'il n'a pas vu un patient, qui retravaille un peu le Covid quand il nous disait que c'était une grippette. Il fatigue tout le monde. Il est insupportable. Comme il n'a plus rien parce que personne n'en veut, sa seule actualité c'est qu'il a porté plainte contre moi. Donc ça va. Alors à chaque fois que je l'appelle, en plus j'avais voulu l'appeler la dernière fois, pour avoir une explication avec lui, il a raccroché au bout d'une seconde. Une contre-attaque en règle. Ce mardi 20 mai, Ségolène Royal n'a pas laissé François Bayrou la mouiller dans l'affaire Betaram. Alors que le Premier ministre l'a ouvertement ciblée à l'Assemblée nationale le 18 février dernier, cette dernière a réfuté ses accusations pour mieux l'accabler. Si je ne savais pas, d'autres savaient. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal. Sous serment devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire, Ségolène Royal explique pourtant ce lundi n'avoir jamais été informée de l'existence de violences physiques ou sexuelles dans l'établissement catholique lorsqu'elle était au gouvernement. Si j'avais été informée, j'aurais fermé Betaram pour faire l'enquête auprès des élèves. C'est quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher et qui va accuser d'autres, c'est-à-dire qui va se positionner en victime. Quelques heures plus tard, à nouveau interpellé sur l'affaire lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, François Bayrou a promis de rendre publics tous les documents qu'il a produits devant la commission pour montrer que les accusations portées contre lui sont inexactes. Il dit qu'il ne lisait pas la presse locale. Il faut être sérieux. On parle quand même de viol dans la presse régionale. Un président de conseil général, il a la revue de presse tous les jours. Ensuite, il est revenu sur son mensonge concernant le fait qu'il n'avait pas vu le juge. Et après, il admet ainsi qu'il l'a vu pendant 2 heures à son domicile. Faut pas pousser Laurent Ruquier dans les orties. Sa réconciliation avec Léa Salamé il y a quelques semaines ne l'empêche pas d'être direct quand, dans ses médiatiques, François Saltiel compare leurs audiences. Je n'ai pas la langue dans ma poche, a-t-il prévenu sur le plateau de Mélanie Taravant. Quelle époque qui marche très bien, largement au-dessus du million de téléspectateurs. Je vous interromps largement au-dessus parce qu'on a vidé France 3 à la même heure, ce qui n'était pas le cas à mon époque où j'avais un 3e téléfilm. Il ne fallait pas me lancer sur ce terrain, jeune homme. Le journaliste rappelle que l'émission On est en direct, que Laurent Ruquier a présenté en duo avec Léa Salamé en 2022 en seconde partie de soirée le samedi sur France 2, a terminé avec 900 000 téléspectateurs en moyenne. Depuis 2023, Léa Salamé occupe la case toute seule avec Quelle époque. Je trouve qu'elle a du talent, elle se débrouille très très bien. Voilà, je note juste qu'effectivement, on est parfois plus ou moins favorisé à la télévision. Je ne l'ai pas été pendant quelques années par un OMS qui mettait un 3e téléfilm face à moi sur France 3. France Télévisions depuis 2 ans. Nous regarde et aura entendu le message, il reste juste quelques secondes. Un poste de directeur, mais il n'y a pas de problème. Un club français est très proche d'être sacré champion d'Europe. Mais certains supporters, notamment du côté de Marseille, n'auront aucune envie de voir le Paris Saint-Germain vaincre l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions, le 31 mai à Munich. Même si j'ai un passé marseillais, mais ça me paraît tellement évident déjà de me poser la question, vous ne devriez même pas me la poser, évidemment. Le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur son souhait ou non, en tant qu'ancien Marseillais, de voir le PSG triompher en Ligue des Champions. Une question inappropriée à ses yeux. Lui qui a soulevé la C1 en tant que capitaine de l'OM en 1993 avant d'y revenir comme entraîneur en 2009. Pour le foot français en général, ou est-ce que l'ancien Marseillais que tu es verrait pas forcément d'un mauvais œil le succès de l'Inter? Vous n'êtes pas sérieux, non? Vous me posez une question comme ça. Ça, il faut la passer, il faut la poser à quelqu'un au Vieux-Port ou comme ça, vous êtes sûr de la réponse. Moi, je suis sélectionneur.
À l'occasion du Festival de Cannes, l'équipe de Télématin s'est installée en direct sur la Croisette. Flavie Flament, accompagnée d'une partie des chroniqueurs de l'émission, recevait Julie Gaillet, présidente du jury de l'Œil d'Or, et Mathieu Kassovitz, qui célèbre les 30 ans de son film culte La haine. Arrêtez de mettre de la musique de merde sur les marches, parce qu'on est là pour une vraie raison. On s'en fout de la Palme d'Or, on est tous au même niveau. Je me sens hyper... Pardon, excuse-moi. Je suis la présidente de l'Œil d'Or qui va remettre un prix. L'occasion d'évoquer ensemble leurs souvenirs de festivaliers, mais en fin d'interview, l'échange a pris une tournure inattendue, avec une intervention qui a toutefois mis mal à l'aise la présidente du jury de l'Œil d'Or, qui a bien eu du mal à rebondir. Faut pas dire qu'on se blase de ça. C'est pas être blasé, mais est-ce que finalement... Je peux vous avouer un truc ? Allez-y. J'ai fait la montée des marches après le Spike Lee, là, pour le Spike Lee. Ça. Oui. Il jouait la Macarena sur le tapis rouge. Et je trouve pas ça bien. Non, c'est hyper cool. Non. Ça met de l'ambiance. Alors attention. Mais on n'est pas à la foire du trône, les gars. C'est la râlerie. En novembre 2017, Le Monde a publié une enquête dans le cadre des Paradise Papers, révélant que Bernard Arnault avait recours à des montages financiers offshore via au moins 8 cabinets de conseil dans 6 paradis fiscaux. En réaction, Arnault aurait ordonné le retrait des publicités de LVMH dans Le Monde jusqu'à la fin de l'année, entraînant une perte estimée à 600 000 € pour le journal. Se faire accuser par des rapports d'optimisation fiscale, alors que nous sommes ceux qui payons le plus d'impôts et qui y allons être augmenter le plus, alors les équipes qui en sont chargées, ils sont vraiment pas doués. En janvier 2022, lors d'une audition au Sénat sur la concentration des médias, Bernard Arnault a contesté une information de Le Monde selon laquelle LVMH aurait tenté de racheter le journal Le Figaro. Il a qualifié cette affirmation de fausse et a exprimé son étonnement face à la persistance de cette information, malgré ses démentis répétés. Ce qu'il y a de mieux dans Le Monde, c'est le mot croisé. Bon, je vous laisse mettre de ses propos. Auditionné ce mercredi au Sénat, Bernard Arnault n'a pas manqué d'adresser des piques au journal Le Monde ou à l'Humanité. Le PDG de LVMH a également eu un petit échange avec le sénateur communiste Fabien Gay, rapporteur de la commission d'enquête sur les aides publiques aux grandes entreprises. Les révélations que je vous ai citées ont été révélées par Le Monde, un groupement de journalistes, de 27 journalistes internationaux qui ne sont pas des journaux néo-marxistes. Loin de là, on ne peut pas l'accuser d'être... Voilà. Il n'est pas marxiste. Non, voilà. Il est plutôt LFI. Je vous laisse. Alors là, je vous laisse mettre de ces propos-là. Le 21 mai 2025, François Piquemal était invité à débattre du rapport gouvernemental sur l'influence des frères musulmans en France. Il a admis ne pas avoir lu le document, ni même les extraits publiés dans Le Figaro, déclarant « Je ne lis pas Le Figaro tous les jours ». Monsieur Truchot, désolé, je lis pas Le Figaro tous les matins, peut-être vous, mais chacun ses lectures par ailleurs. Par contre... Piquemal a tenté de se justifier en expliquant qu'il avait été invité par la chaîne pour discuter du sujet et qu'il n'avait pas eu accès au rapport complet, une partie de celui-ci restant classifiée. Cette admission a été perçue comme un manque de préparation, surtout face à des journalistes qui l'interrogeaient sur le contenu du rapport. Moi, j'aimerais déjà dire une chose, c'est que sur ce plateau, il y a les opposants à l'islam politique, à l'islamisme, et puis il y a les sous-traitants de l'islam politique et de l'islamisme, c'est-à-dire la France insoumise. Le rapport en question, commandé initialement par Gérald Darmanin en 2024 et relancé par Bruno Retailleau, met en garde contre une forme d'islamisme à bas bruit, promue par les frères musulmans, considérée comme une menace pour la cohésion nationale. En préparant le sujet, vous n'avez pas lu même... J'ai lu un entretien d'un chercheur qui a été auditionné et je viens de vous n'avez pas lu les extraits du rapport, donc ça c'est intéressant. J'ai lu quelques extraits par-ci par-là, mais qui sont impartials. Donc vous parlez de quelque chose que vous n'avez pas lu. C'est vous qui m'invitez sur un rapport qui n'est pas paru. Dans Le Figaro, il y a une bonne partie du rapport. Monsieur Truchot, franchement... Soyez honnête. Gabriel Attal, ancien Premier ministre et actuel secrétaire général du Parti Renaissance, a proposé d'interdire le port du voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Cette initiative, selon lui, vise à lutter contre l'influence de l'islamisme politique, notamment celle des frères musulmans. Est-ce que, d'abord, M. Gabriel Attal, il va dire la même chose sur la kippa? Parce qu'il dit là, le voile, finalement, il est imposé aux jeunes et c'est pas choisi. Cette proposition a suscité des réactions contrastées au sein même du Parti Renaissance et certains membres expriment leur malaise, estimant que cette mesure marque une rupture avec les principes fondateurs du macronisme. À gauche, des figures politiques comme François Ruffin critiquent vivement cette initiative, la qualifiant d'opportuniste et estimant qu'elle pourrait alimenter les tensions communautaires. Mais moi, j'ai été baptisé à 6 mois. Est-ce qu'on va interdire le baptême? Vous voyez, parce que c'est imposé. Donc ça pose des questions. Mais je pense que l'opportunisme de Gabriel Attal sur ces questions-là fait pour moi le jeu des islamistes. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le rapport.
Mathieu Kassovitz, acteur et réalisateur français, a récemment suscité une vive polémique en déclarant lors de l'émission C'est à vous qu'il n'y a plus de Français de souche. Ces propos ont suscité de nombreuses réactions, certains y voyant une négation de l'identité française traditionnelle, tandis que d'autres les interprètent comme une célébration de la diversité et du métissage culturel. Le problème, c'est le problème qu'on a en France, qui est un problème de racisme, qui est un problème de difficulté à intégrer. Qui est un problème de difficulté à intégrer. Son père, Peter Kassovitz, est un réalisateur d'origine hongroise juive ashkénaze ayant émigré en France en 1956. Sa mère, Chantal Rémy, est une monteuse française. Cette diversité familiale reflète les propos de Kassovitz sur l'absence de Français de souche et l'importance du mélange des cultures. Ce qui est un combat qui, pour moi, est complètement perdu d'avance parce que nous devons être fiers d'être un des pays les plus intégrés au monde. Maintenant, il n'y a plus de Français de souche, ça n'existe plus. Et j'espère que on va continuer à se mélanger, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. À l'Assemblée nationale, la députée écologiste Sandrine Rousseau a livré un témoignage bouleversant en évoquant le décès de sa mère, survenu en 2013. Sa mère, atteinte d'un cancer en phase terminale, avait choisi de mettre fin à ses jours en ingérant une grande quantité de médicaments. Vous m'y forcez, et donc je vais vous le dire. Ma maman s'est suicidée. Elle s'est suicidée alors qu'elle était en fin de vie parce qu'il n'y avait pas l'aide à mourir. Ce témoignage s'inscrit dans le cadre des débats parlementaires sur le projet de loi relatif à la fin de vie. Sandrine Rousseau a plaidé en faveur de cette législation, estimant qu'elle permettrait aux personnes en fin de vie de bénéficier d'un accompagnement digne et serein, entouré de leurs proches. Son agonie a été insupportable, épouvantable. Elle a fait ce que vous appelez un suicide libre, c'est-à-dire qu'elle a pris dans sa table de chevet tous les médicaments qu'elle avait gardés depuis des semaines et elle les a avalés d'un coup. Et je peux vous dire que c'est pour cela que je milite pour le droit à mourir. Ce sont des propos chocs qui vont sans aucun doute énormément faire réagir. Invité chez Christine Kelly sur CNews, le leader de Reconquête s'est exprimé sur le rapport sur les frères musulmans rendu public à la demande de Bruno Retailleau. Vous voulez pas interdire l'islam? Ah, ça c'est une très bonne question parce qu'on me le sort souvent. Je ne veux non seulement pas interdire l'islam, mais je ne veux en plus même pas combattre l'islam. Mais il est également revenu sur le voile et la volonté de Gabriel Attal de l'interdire aux moins de 15 ans. Une position qui ne va pas assez loin pour lui, car Éric Zemmour estime tous les mois, il y a des débats qui disent il faut interdire dans le sport ou dans les universités. Si ça nous déplaît dans ces endroits-là, cela veut dire qu'il faut l'interdire partout. Les femmes voilées sortent avec la charia sur la tête. Ça veut dire je ne veux pas être française. Ça veut dire aussi, pour toutes les musulmanes qui ne le mettent pas, et pour toutes les non-musulmanes qui évidemment ne le mettent pas, ça veut dire que vous êtes des femmes de mauvaise vie. Vous êtes des prostituées. La temporalité était à tout le moins malheureuse. Quelques heures après qu'un jeune couple de confession juive a été abattu à Washington dans la nuit de mercredi à jeudi, le député LFI Thomas Porte s'est fendu d'un message de soutien à la Palestine sur son compte X. Vous pensez que s'il l'a supprimé, que c'est quelque chose qu'il a fait intentionnellement compte tenu des faits d'hier soir ? Le député insoumis a finalement publié un autre message, peu de temps après la suppression du précédent. Pendant ce temps, à Gaza, la barbarie israélienne continue de s'exprimer. Nous n'oublierons jamais, nous ne pardonnerons jamais, écrit-il cette fois. Vous êtes journaliste, c'est votre métier, c'est un beau métier d'informer. Mais je pense que les gens qui se lèvent le matin n'ont pas forcément l'information de la nuit même. Et donc, s'il l'a supprimé, c'est précisément parce qu'il ne voulait pas être associé au meurtre qui a été commis, dont vous voyez bien, je pense avoir des termes très clairs ce soir. L'influenceuse Léna Situation se trouve régulièrement au cœur de violentes vagues de cyberharcèlement, de commentaires misogynes et de remarques haineuses. Pour ses coupes de cheveux, parfois, ses tenues souvent. Nouvel épisode cette semaine, en plein festival de Cannes, quelques jours après la publication d'un rapport gouvernemental alarmiste sur l'entrisme des frères musulmans. De temps en temps, le petit côté sexy, de l'autre, le petit côté djellaba. Ce sont des marques qui la payent pour se vêtir de cette façon-là. Au nom des affaires, on participe à l'entrisme. À l'occasion du gala organisé par la marque Chopard, en marge de la 78e édition du festival, Léna Mafouf s'affiche avec une longue robe blanche assortie d'un voile dans les cheveux. La robe est signée The Row, marque de luxe américaine créée par les sœurs Olsen et connue pour ses créations minimalistes. Vous connaissez Léna, Léna comment déjà? Léna Situation. Ah oui. 4,8 millions d'abonnés sur Instagram. Vous allez voir ces photos parce qu'en 2024, voilà, elle était en décolleté et puis aujourd'hui au Festival de Cannes et que maintenant elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression.
Un échange tendu a eu lieu sur Europe entre Didier Lemaire, ancien professeur de philosophie à Trappes, et la députée Renaissance Prisca Thévenot. Invité de l'émission de Pascal Praud, Didier Lemaire a vivement critiqué l'inaction du gouvernement face aux menaces qu'il a subies après avoir dénoncé la montée de l'islamisme dans son établissement. Les enfants de Trappes, mes élèves, ont été abandonnés par la République. Votre gouvernement et le président de la République a une responsabilité dans cet abandon. Lemaire a également reproché à un ancien préfet des Yvelines d'avoir mis en doute sa parole, malgré son engagement dans des actions de prévention contre la radicalisation. Prisca Thévenot a répondu en évoquant la nécessité de lutter contre l'entrisme islamiste et a affirmé que des avancées avaient été réalisées, sans toutefois répondre directement aux accusations de l'enseignant. J'ai alerté en 2018, rien n'a été fait à Trappes, et au moment où les islamistes ont pris la parole, où des tentatives ont été faites pour me discréditer, pour me faire passer pour un mythomane ou un islamophobe, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pour moi ? Rien. Je Rien. reprends. Un préfet même a mis ma parole en cause.